Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, tu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange, non? Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes nombreux à suivre Critique Info. C'est un très grand honneur de vous retrouver. Excusez-nous pour le retard avec lequel nous débutons cette émission. On a eu beaucoup de choses à faire ce matin. Il fallait aller dans une ambassade et c'était vraiment assez compliqué. Mais aussi des petites complications, je vais dire, avec des personnes de très mauvaise foi. Mais ça ne nous arrêtera pas. Nous allons poursuivre notre travail parce que c'est ce que nous savons faire le mieux. 100 jours sont finis. Aujourd'hui, l'on peut déjà poser des questions sur l'effectivité de ces 100 jours. Qu'est-ce que l'on a vu dans les 100 jours? Mais je peux dire encore une fois, mesdames et messieurs, le peuple congolais, les autorités congolaises, nous nous sommes tous trompés dans ces 100 jours. Et on va en parler objectivement, réfléchir objectivement sur réellement ce qui bloque le Congo, ce qui nous bloque. Parce que ce pays nous appartient, en réalité nous appartient. Si le Congo échoue, c'est nous qui allons échouer. Nous, Congolais, on échouera. Parce qu'on n'aura pas d'explication à donner à ce Dieu qui nous a tout donné. On vous a donné un sol riche, on nous a donné des pluies généreuses, on nous a donné un climat, je veux dire, très doux. Mais finalement, le peuple congolais continue toujours à pleurer, à pleurer, à pleurer. Malheureusement, ce peuple ne se remet pas en question en se posant des vraies questions de leur existence, mais surtout d'où nous sommes en train d'aller. Personne. Nous nous réveillons tout le matin, nous dormons tout le soir, mais sans aucun objectif de vie, sans aucun objectif en tant que peuple, sans aucun objectif en tant que nation, sans aucun objectif en tant qu'État. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes un État, nous sommes une nation et nous sommes un peuple. Et toutes les entités là ont une personnalité, ont des caractéristiques, ont des âmes. Si un peuple n'arrive pas à définir qui il est, en fonction du terrain qu'il occupe, en fonction de l'avenir qui le guette, alors ce n'est pas un peuple, mais c'est justement un peuplement, c'est justement une coïncidence des hommes qui se retrouvent sur une terre et qui font ce qu'ils peuvent faire. Lorsque le peuple congolais se sent étranger sur son propre sol, ça veut dire quoi la mentalité d'étranger? La mentalité d'étranger, c'est la mentalité qui t'empêche de construire chez toi, qui t'empêche d'investir chez toi, qui t'empêche de protéger chez toi. Et tu te dis, bon, ce n'est pas vraiment chez moi, ce n'est pas un problème pour moi, je peux m'en aller. C'est cette mentalité d'étranger qui a détruit ce pays depuis 1960. Vous allez vous rendre compte que les Congolais ne sont pas liés à leur sol. Non, même ceux qui sont riches, même ceux à qui le Congo a tout donné, ils ne sont toujours pas liés au Congo. Ce n'est pas leur problème. Voilà pourquoi ils préfèrent voler les Congos pour aller loger l'argent dans les banques internationales, dans les banques étrangères, dans des paradis fiscaux, parce qu'ils savent, eux savent qu'en logeant leur argent dans ces banques-là, ils font vivre l'économie de ces pays-là. Mais ils préfèrent quand même appauvrir leur propre pays et aller faire ailleurs. C'est pourquoi vous allez voir, ils se battent pour que leurs enfants puissent étudier ailleurs. Et lorsque vous posez la question, vos enfants étudient, vous payez combien? Ils vous diront 7 000, 9 000, 15 000, 50 000 $, 300 000 $ l'année, tout en sachant que cet argent fait fonctionner l'économie de l'autre pays, des étrangers. En appauvrissant son système éducatif. Quand ils tombent malades, ils vont aller dans les hôpitaux étrangers. Et ces hôpitaux-là, quand vous posez la question, vous avez payé combien? Ils vous disent, hein, nous avons payé au-delà d'autant. Mais cet argent fait fonctionner cet hôpital-là. Ça fait en sorte que cet hôpital-là puisse offrir les soins de santé gratuits à une pauvre dame qui n'a rien à voir avec ton combat. Entre-temps, ton frère, ta soeur, ta cousine,
sont en train de périr ici au pays parce que vous avez volé le Congo pour enrichir les autres pays. Donc, le malheur du Congo, ce n'est pas Satan, vous voyez. Malheur du Congo, ce n'est pas le démon, non. Le malheur du Congo, c'est l'homme congolais lui-même qui a été désintégré. Et c'est de là, de ça que je parle. Et mon combat de tous les jours, c'est celui-là. Mais quand les gens me disent, non, mais tu soutiens Félix Tshisekedi, ils ne comprennent pas. Et je comprends que les gens ne comprennent pas encore. Mais peut-être plus tard, ils comprendront que notre mission, notre lutte, mon combat, il est beaucoup plus important que les individus. Mon combat, il a une longue vie même par rapport à moi-même. Mon combat, il a une longévité qui dépasse la mienne. Parce que j'estime que le Congo a besoin d'être d'abord redressé dans son intérieur, dans son identité la plus enfouie. Et c'est en ces moments-là qu'on pourra parler d'un peuple, c'est en ces moments-là qu'on pourra parler d'un État, c'est en ces moments-là qu'on pourra parler d'une nation. Les gens parlent souvent de la nation, ils parlent souvent de l'État, ils parlent souvent des choses, mais dont on ne maîtrise pas. Nous ne sommes pas une nation parce que nous sommes tous les Luba, non. Nous ne sommes pas une nation parce que nous sommes tous les Ngala, non. On n'est pas une nation parce qu'on est tous tétés là. Nous sommes une nation lorsque nous partageons les valeurs communes. Et les valeurs que nous devons partager doivent être des valeurs qui sont puisées dans les patrimoines culturels, politiques, scientifiques, religieux. Si vous voulez, je parle plutôt du spirituel d'un pays. Comme la valeur de l'humanité, comme la valeur de la fraternité, comme la valeur du partage, de la compassion, de l'amour, du pardon. Ce sont des valeurs que nous devons tous partager. Malheureusement, nous ne partageons pas ça. Parce que regardez, quand il y a eu crime, quand il y a eu massacre programmé, je pèse les mots, quand il y a eu un massacre programmé, prémédité, à Kamona Sampou, chez nos frères, ici à Kinshasa, les bars s'ouvraient de 6 heures et fermaient à 6 heures. Les gens buvaient, mangeaient, dansaient, comme si de rien n'était. Il y a meurtre, assassinat imposé, préparé, enregistré, je veux dire même orchestré, entretenu. À l'est du pays, ça fait 20 ans. Mais à Kinshasa, aucun jour, les gens ont dit, nous n'allons pas boire parce que nous en avons marre. Non. Les gens vont dans les boîtes, les gens vont dans des bars, les gens mangent, les gens boivent, les gens font tout. Même la chaîne nationale, s'il vous plaît. Même la chaîne nationale n'a pas eu le temps de se remettre en question une fois pour en parler. Alors je pose la question, en quoi est-ce que vous êtes une nation? En quoi est-ce que vous êtes une nation si nous ne sommes pas liés par les mêmes sorts? Donc on n'est pas encore une nation. Et quand on parle de l'État, c'est encore une sorte je veux dire, une farce. Nous ne savons même pas ce que c'est un État. Un État, ce n'est pas simplement une terre. La colonne vertébrale d'un État, c'est la puissance publique. C'est ça, la colonne vertébrale d'un État. C'est d'abord la puissance publique. Mais nous n'avons pas une puissance publique. Ici, nous avons une puissance des hommes. Au Congo, nous avons des hommes forts. Au Congo, nous avons des hommes puissants. Mais nous n'avons pas encore un instrument puissant. Nous n'avons pas encore des institutions puissantes. Le pouvoir public, c'est ce qu'on appelle l'âme même d'un État. Mais lorsque, à la place d'un système, à la place des institutions, nous avons des hommes forts, des cousins forts, des neveux forts, alors à un moment donné, il faut dire, ce n'est pas un État, c'est ce qu'on appelle un État bébé ou un État fantôme. Moi, je pourrais dire même un État prématuré. Nous sommes un État agonisant, un État fracturé. Mais maintenant, le problème, c'est que qui définira en réalité l'État? Qui va le définir? Celui qui le définit, ce n'est pas l'extérieur qui vous définit comme un État. Sinon, vous serez un État octroyé. Comme nous, au Congo, nous avons eu un État octroyé par la Belgique. Nous avons eu un État octroyé par la Belgique. En 1996, on a eu un État octroyé par le Rwanda, octroyé par les États-Unis. C'est ça le problème. Et à partir de 2001, on a eu encore un État octroyé par la Belgique. C'est un monsieur qui a dit qu'il fallait mettre l'autre au pouvoir et il s'est installé, il s'est organisé que ça soit comme ça. Donc vous avez finalement un État octroyé. Mais maintenant, il faut définir un État de par la base, comprendre l'existence d'un État, la pensée d'un État. Bon, les Congolais pensent que c'est trop difficile pour eux, ils ne peuvent pas en faire. Bon, on a quand même de faire des débats comme on aime toujours le faire. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous poser la question. Vous n'êtes pas toujours fatigués? Nous sommes en train de compter le 5e président, mais le problème du Congo reste le même. Au contraire, le problème du Congo commence à prendre une autre allure inquiétante. La fissure, elle est encore beaucoup plus grande qu'avant.
Quand on a eu Kassavubu, bon, les problèmes étaient, à un moment donné, on a Laurent Désiré Kabila, Mobutu, Joseph Kabila, et maintenant, monsieur, Félix Tshisekedi, mais les problèmes continuent à persister. C'est parce qu'en réalité, tous ces problèmes trouvent leur sens dans un seul problème. C'est la mentalité du Congolais. Cette mentalité, ce n'est pas la mentalité de saluer les gens le matin. Non, cette mentalité, elle est beaucoup plus grande. La mentalité dont je parle, c'est l'existence d'un peuple. C'est l'existence d'un peuple. Dans l'existence, nous voyons la naissance, nous voyons le mouvement et nous voyons le déclin. Mais maintenant ici, nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes nés, oui, mais nous ne grandissons pas. Nous ne mûrissons pas. Le peuple ne fait pas un mouvement de croissance. Au contraire, nous sommes stationnés à un moment donné et nous voulons entretenir nos histoires inutiles, des mentalités rétrogrades qui ne nous permettent pas d'avancer. Le Congolais est le seul qui voit tout, mais qui ne dit rien. Le Congolais est le seul qui voit que les autres peuples évoluent, mais lui n'évolue pas. Ça fait cela 20 ans. 20 ans, mais qui change quoi? 20 ans depuis que Laurent Désiré Kabila, depuis que Mobutu est parti, 20 ans une histoire comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait finalement? Rien du tout. Rien du tout. Depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, rien du tout. Nous n'avons toujours même pas, ce qui est une honte, on n'a même pas un avion. On nous parle de Congo Airways, mais arrêtez un moment. Qui ne sait pas que Congo Airways n'est pas l'avion de l'État congolais, c'est l'avion de certains politiciens congolais. C'est une compagnie de certains politiciens congolais qui eux-mêmes mènent les choses comme ils veulent. Mais regardez, dans notre temps, pendant ces 20 ans de la descente aux enfers, certains pays africains se sont dotés des avions. Ils se sont dotés des avions. En fait, le Congo pense que Dieu lui donnera tout. Non, Dieu ne te donne pas tout quand tu n'as pas arrêté la fraude. Dieu ne te donne pas tout quand tu c'est-à-dire quand tu travailles pour ta propre déconstruction. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons pas, mesdames et messieurs, essayer un peu, ne serait-ce qu'un petit moment tergiversé. Il y a des choses qui doivent nous interpeller. Qu'est-ce que le Rwandais ont de plus que nous? Qu'est-ce que le Rwandais ont de plus que nous? Pourquoi nous n'arrivons pas à nous en sortir? Mais c'est parce que la mentalité que nous avons est une mentalité de faiblesse, une mentalité de précarité. C'est une mentalité de plaintifs, des gens qui ne font que se plaindre. C'est une mentalité d'irresponsables. Des gens qui ne sont souverains de tout, mais responsables de rien. Et nous ne voyons jamais notre part, notre responsabilité. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Pourquoi vous ne développez pas? C'est le Rwanda. Pourquoi ça ne marche pas chez vous? C'est les Français. Pourquoi ça ne marche pas chez vous? Les Belges nous ont colonisés. Et quand on aura épousé tout ça, pourquoi ça ne marche pas? C'est Dieu. Mais nous-mêmes alors, qu'est-ce que nous faisons? Ça, ce sont des choses qu'on dira, et on le dira toujours pour réveiller les Congolais. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur un pays que l'on connaît tous aujourd'hui. Que l'on connaît tous. Mais nous sommes en 1960. La Corée du Sud, c'était quel type de pays? En 1960, la Corée du Sud est un pays le plus pauvre d'Asie. Déchiré par la guerre, déchiré par des problèmes. Ils avaient eu un PIB pas plus de $100. Une histoire de 87, 98, un truc du genre. Ils avaient presque rien. Le Togo était plus que, la Côte d'Ivoire beaucoup plus que, les Zaïre, n'en parlons même pas. Nous, on était, non mais nous, déjà qu'on pouvait égaler le Canada, donc on ne peut pas parler de la Corée. C'était rien du tout. En ces moments-là, la Corée n'avait aucune référence mondiale. Alors, aucune référence. Pas de pétrole, même pas une goutte. Pas de cobalt, n'en parlons pas. Alors, pas de coltan, surtout pas. Pas de café, même pas une graine. Mais regardez maintenant, aujourd'hui, la Corée a compris qu'il fallait développer la mentalité de productivité dans leur pays. En reconnaissant d'abord ce qu'ils n'avaient pas. Aujourd'hui, la Corée est l'un des pays producteurs du café dont ils ne produisent même pas. Ils ne produisent pas le café, mais ils sont producteurs du café. Ils vendent du café. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ils sont parmi les pays les plus importants en termes de pétrole. Mais ils n'ont pas de pétrole, même pas une goutte. Mais toutes ces choses-là sont chez vous, mes frères. Vous avez du café à l'équateur au point que
ceux qui veulent s'enivrer viennent à côté des botekas et ils s'enivrent du café parce que lorsque le café est concentré, l'odeur que le café dégage, cette odeur-là est enivrante. Et les gens s'enivrent. C'est-à-dire que il y a côté boteka, on a qu'à vendre na boteka bendis à New Kuti comme on dit en lingala. À New Kuti vraiment solo ya café à oki azu kuti nae à qui rola les panabango. Mais est-ce que vous imaginez un peu? Mais pendant tout ce temps, nous importons les cafés qui viennent du Brésil. C'est-à-dire un café va faire 10 000 km, 50 000 km, je ne sais pas moi, pour que ça arrive à Kin, alors que vous êtes incapable de faire circuler un café qui sort de 800 ou 1000 km seulement. Est-ce qu'on est sérieux? Mais vous voulez quand même que les gens vous prennent au sérieux, et même quand vous débattez, vous leur dites, tout ça, alors on veut vraiment qu'on nous prenne au sérieux. On ne nous prendra pas au sérieux en fonction des vestes que nous avons, mais c'est en fonction de la capacité de notre production. Aujourd'hui, quelle est cette maison au Congo qui n'a pas un produit coréen? Nous avons tous des produits coréens. Même sur ma table ici, il y a un produit coréen parce que le Samsung n'est pas congolais. Vous avez les Samsung au Congo, vous avez le LG au Congo, mais vous avez autant de marques coréennes chez vous. En fait, parce qu'il y a eu un homme en Corée, il y a eu un président en Corée qui a dit qu'avant 2020, l'humanité entière aura au moins dans sa maison un objet coréen. Aujourd'hui, c'est parole faite. Nous sommes en Turquie. Turquie en 1960, qu'est-ce que c'était Turquie? Presque rien. Mais puis après, à un moment donné, les Turcs se sont dit, avant 2019, on sera parmi les pays dont on citera, parmi les pays touristiques les plus importants. Aujourd'hui, si vous voulez acheter des beaux vêtements, vous-même vous dites, non, allez, tu mets ta tour en Turquie, Mais oui, nous sommes référence de quoi? On a maintenant le 5e président. Sommes-nous référence Yanini? Nous sommes référence à corruption, référence à Moïbi, il y a Motema Mabé, il y a l'Ikounia, il y a des débats inutiles. Nous sommes une référence des débats inutiles. Vraiment des débats de bas échelle. Nous sommes devenus un pays producteur de la haine. Nous sommes devenus un pays producteur du tribalisme. Les gens se sentent à l'aise en parlant des tribus. Ils sont trop à l'aise en parlant des tribus. Tu entendras quelqu'un dire vous avez une courte vie sur terre. Dans cette petite courte vie sur terre, vous ajoutez le stress, vous ajoutez la haine, vous ajoutez la jalousie, vous ajoutez la médisance et au-dessus de tout, vous ajoutez le mensonge. Mais vous voulez quand même exister en tant que peuple. Mais soyons sérieux. Mesdames et messieurs, nous nous sommes empoisonnés nous-mêmes et nous avons empoisonné notre avenir. Quand on a empoisonné l'avenir, on ne peut plus voir clair. Ça veut dire même quand on vient vous aider, vous ne pouvez pas parce que vous êtes devenu vous-même empesté, quoi. Et il est temps de reconstruire ce pays si nous voulons aller plus loin. Sinon, les 5 ans de Félix Tshisekedi seront des 5 ans comme tout le monde. Aujourd'hui, vous entendez un gouverneur de la banque parler de 120 millions de dépassement budgétaire. Je suis bien d'accord. Mais j'aurais aimé qu'il nous dise ça. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 18 ans? J'aurais bien aimé, quoi. J'aurais bien aimé qu'on nous dise ce qui s'est passé pendant 18 ans. Nous sommes le seul pays au Congo où quelqu'un vient au pouvoir pauvre, il en sort riche, il est tranquille. Le seul pays, quoi. Le seul pays où quand tu n'es pas ministre, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, mais une fois que tu deviens ministre, en sortant, tu en as comme ça 7, 10, 9 et tu vis tranquille, quoi. Personne ne te pose une question. Chers frères, ce Congo, si nous ne faisons pas attention, disparaîtra. Si nous ne faisons pas attention, le Congo va disparaître. Et ça disparaîtra, on est en train de le regarder comme ça. Vous avez vu le Soudan? Ce qui s'est passé au Soudan, ça peut se passer chez nous aussi. À cause des futilités, à cause des débats inutiles, à cause de la haine, à cause de la méchanceté de cœur. Nous sommes en train de parler des 100 jours de Félix Tshisekedi. Le 100 jours. Où en sommes-nous dans les 100 jours? Les 100 jours ont été mal comptés, très mal comptés alors. Les 100 jours ont été mal présentés. Oui, c'est vrai, par l'équipe de communication, très mal présentés et surtout très mal racontés. Je vais aller plus loin pour vous faire comprendre cette histoire de 100 jours. Et ça, moi, ça me fait rire. Beaucoup rire en tout cas.
Quand j'ai entendu le président parler de 100 jours, je me suis dit, ouf, le président, il s'est mis en erreur, quoi. Le 100 jours, mesdames et messieurs, c'est une mentalité occidentale. Occidentale. Parce que, pourquoi? Regardez. Lorsqu'un régime, en Europe par exemple, il y a la structure, d'accord? La structure est là. Les normes sont là. Il y a juste une question d'ajustement, ou juste une question de réajustement, ou certaines questions de petites velléités qui n'ont rien à voir avec la structure. Je voudrais bien qu'on se comprenne. En France, aux États-Unis, ils peuvent mieux parler de 100 jours parce qu'en réalité, la structure est là. Ça veut dire l'essentiel est là. La colonne vertébrale est là. C'est juste une question de toiletter un peu, réajuster quelque chose, que chacun amène sa touche. Mais on ne change pas les valeurs républicaines. On ne change pas l'existence d'un pays. Mais chez nous, quand vous dites 100 jours, c'est sur base de quelles normes? Quelles sont les valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre pays? Aujourd'hui, notre gouvernance a quel nom? Quels sont les noms scientifiques de notre gouvernance? Personne ne répondra à cette question. Quel est le nom scientifique de notre gouvernance? D'abord, elle est où la gouvernance au Congo? Voyez-vous? Alors quand vous dites que vous voulez faire des choses pendant 100 jours, mais vous vous trompez énormément. Là, vous êtes, comme on dit, occidentalisé. Vous voulez amener la mentalité occidentale ici, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas parce que le Congo a d'abord un problème de structure. Nous sommes un pays déstructuré. Nous n'avons pas la structure, mes frères. Nous n'avons pas de structure. Il faut juste voir le Congo, voir convenablement le Congo dans quel état il est. Vous vous rendez compte que nous ne sommes pas un état. Nous ne vivons pas, nous ne fonctionnons pas. Ici, nous vivotons, quoi. Alors donc, quand vous parlez de 100 jours, c'est déjà compliqué. Mais même alors, allons dans les 100 jours. Lorsqu'on parle de 100 jours, parlons de 300 jours de Mao Tse-tung. Mao, quand il arrive, Mao dit, nous allons travailler jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire, Mao, dans sa tête, c'était, si nous voulons faire le 300 jours, nous devons travailler 300 jours et 300 nuits. Ce n'est pas 100 jours seulement. Parce que lorsque vous faites 100 jours, hein, vous savez qu'à 100 jours, en réalité, vous aurez fait 50 jours. Parce que les nuits, vous ne travaillez pas. Et ici, au Congo, on ne travaille pas la nuit. Donc, le 100 jours du président Félix Tshisekedi, c'était un 100 jours mal compté. 100 jours de quoi en réalité? Parce que lorsque vous voulez reconstruire un pays, on travaille et la nuit et le jour. Les gens vont dire, mais les Chinois, quand ils sont arrivés au Congo, ici à l'époque de Mobutu, le stade Kamagnol a été construit et le jour et la nuit. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire et le jour et la nuit. On essaie de travailler de 7h à 7h avec 4 types d'équipes. Une équipe qui commence à 7h, qui finit à midi. Une équipe qui commence à midi, qui va finir par exemple à 18h. Une équipe qui va commencer à 18h pour aller jusqu'à 2h. Et une équipe qui prend à 2h pour finir à 7h. Et l'autre équipe la première équipe commence. C'est-à-dire une équipe de 4. C'est-à-dire une équipe composée par 4. Vous comprenez un peu? Ça veut dire, si vous faites ça de façon alternative, lançons le travail très rapidement. Parce qu'il n'y a pas une interruption. Mais au Congo, quand on a parlé de 100 jours, je pose la question, quand on a parlé de ces 100 jours, est-ce qu'on avait pensé à ça, à une équipe rotative? Non. Est-ce qu'on a pensé aux pluies de mars, avril et mai? Non. Est-ce qu'on a pensé aux intempéries? Non. Est-ce qu'on a pensé aux jours fériés? Non. Alors en quoi est-ce que c'est 100 jours? En quoi est-ce que c'est 100 jours? Le problème ici, c'est que quand vous n'avez pas la notion de la gestion de quelque chose, ça risque d'être compliqué pour vous. C'est pourquoi moi je dis, les incompétents ont rendu la gestion de l'État difficile. Et aujourd'hui, quand vous parlez de gérer l'État, on dit « Oh non, le Congo est un continent ». Oui, l'incompétence fera voir que Makambuza Minene. Et la connaissance fera voir que Makambuza Mikie. Celui qui connaît devant le problème, il voit dans ces problèmes-là, il voit la manière de résoudre les problèmes. Et du coup, il est excité. Il veut aller plus loin. Il veut trouver des solutions parce que ça l'amuse, en fait. Ça l'amuse de travailler. Mais un incompétent, quand il voit un problème, quand il voit une équation, lui, il voit d'abord un problème. C'est difficile de le résoudre.
Lui, il voit un verre à moitié vide. Alors que celui qui comprend voit un verre à moitié plein. Tout est question de perception. Comment voyez-vous la question de l'État? Comment voyez-vous la question de la gestion de l'État? Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous devez me croire. Je peux vous promettre que le 100 jours, c'est une escroquerie. Une escroquerie du calendrier. En réalité, ce n'est même pas 100 jours. Il fallait redéfinir le 100 jours. Nulle part on a travaillé la nuit. Et pire encore, nous sommes passés avec Homo. Dans certains endroits, vous trouvez à 16h, Moussa Lessili. Oh, est-ce qu'il y a une Moussa Lessili? Ah, exact. Dans certains endroits, vous trouvez les engins en panne. Oh, mais ils sont en panne depuis 2 jours. Comment ça depuis 2 jours? Parce qu'en réalité, l'équipe qui devait faire le suivi ne le fait pas. Oh, l'équipe qui devait faire le suivi ne le fait pas. Les équipes qui travaillent sur le terrain ne sont pas motivées. Alors, vous voulez aider le président ou vous voulez l'aider à échouer? Mais il faut que l'on comprenne que, monsieur le président, on ne va pas vous aider si vous-même, vous ne vous aidez pas. Vous devez d'abord commencer par prioriser votre gestion, monsieur le président. C'est vrai que vous êtes débordé, vous êtes président de la République, vous avez beaucoup de choses à faire. Mais les Congolais ne comprendront pas ça. À la fin de temps, les Congolais ne diront pas que vous étiez submergé. Les Congolais ne diront pas ça. Parce qu'un mandat, quand on le prend pour l'exécuter. On ne le prend pas pour s'expliquer. On ne le prend pas pour se justifier. Les gens ne reconnaîtront pas que le Congo était grand. Les gens reconnaîtront que vous avez été faible. Or, si vous avez une équipe sérieuse, de gens qui travaillent jour et nuit pour que ça réussisse, on ne serait pas là aujourd'hui. Regardez là où nous sommes. Moi, pour moi, les 100 jours, c'est vrai, je ne compte pas les 100 jours. Moi, je ne le compte pas. J'avais dit, et je continue à le dire, moi, j'ai donné 1 année au président de la République. 1 année. Si pendant 1 année, monsieur le président ne nous remet pas sur la voie, je dirais, ok, le président a échoué. S'il ne nous remet pas dans 1 année, dans la voie, je ne dis pas qu'il construise des bibliothèques, pardon, je veux dire des buildings, des gratte-ciels. Non, ça, c'est pas ça. Ça ne sera pas construit maintenant. Nous avons d'abord un problème de mentalité que le président doit refaire. Et la question de la mentalité, j'en parlerai dans la deuxième partie. Comment on fait pour redresser un pays, la mentalité? Comment on fait pour recréer la mentalité d'un pays? Ça, je le donne à la deuxième partie. Mais pour l'instant, je dois d'abord dire que les 100 jours du président de la République ont été tout simplement escroqués. Il y a eu des réalisations nobles qui ont été faites, mais qui n'ont pas été racontées. D'abord, le président, avant un commandant 100 jours, le président aurait pu commencer par faire un état des lieux. C'était l'acte qui allait justifier le trou dans lequel il a trouvé le pays. Mais lorsque le président ne fait pas un état des lieux, ça veut dire qu'il assume, quoi. Ça veut dire qu'il assume. Ça veut dire qu'il endosse la responsabilité. Il aurait dû commencer par les états des lieux qu'il lui aurait pris. Par exemple, je veux dire, par exemple, 2 mois, si je ne me trompe pas. Quand je parle de 2 mois, mes frères, c'est vraiment 60 jours. Hein. 60 jours, 60 nuits, 60 jours. Avec l'équipe de 4. On aurait fait les états des lieux de tous les secteurs visés par le 100 jours. On fait d'abord les états des lieux et on montre à la population. Le Congo est dans quel état? Regardez comment était le Congo. Et maintenant que voilà là où moi je prends le Congo, je le prends à ce niveau ici. Et maintenant nous commençons les 100 jours. Et pendant les 100 jours, nous commençons les 100 jours. En réalité, ce sont 200 jours. C'est-à-dire 100 nuits et 100 jours. Nous travaillons convenablement, d'arrache-pied, avec un rythme infernal. Une équipe qualifiée. Et non seulement qualifiée, mais motivée. Parce que les gens doivent être motivés. On ne mange pas le patriotisme. Les gens doivent être motivés, mais surtout équipés. Et quand on l'aura fait, mesdames et messieurs, je crois que ça va changer. Mais qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Il faut dire, aujourd'hui, le 100 jours compte quand même quelque chose de bien. Moi, si on me pose à moi la question, Christian, combien tu cotes le président dans les 100 jours? Moi, je dirais que le président a 6 sur 10. C'est vrai que ça va être sévère, mais c'est parce que nous voulons qu'il réussisse. Les flatteurs diront 10 sur 10, comme j'ai entendu quelqu'un dire 10 sur 10, le président. Mais c'est pas vrai, c'est pas 10 sur 10. Moi, pour moi, je dis que c'est 6 sur 10. La volonté, on l'a vue. Les intentions, nous les avons vues.
Maintenant, nous voulons qu'on aille un peu plus loin. Pour moi, je dis 6, peut-être 7 sur 10. Mais encore, le problème, ça n'a pas été bien raconté. Ça n'a pas été bien raconté. Voilà pourquoi certaines personnes restent encore sceptiques. Ça n'a pas été bien raconté. Le pont, on ne les a pas présentés. Les routes, on ne les a pas présentées convenablement. Il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup alors, mes frères et sœurs, réalisées. Mais personne ne les a montrées. Et Tikali Bongo. Parlons tout de suite dans la deuxième partie des infos. Dans le journal Hello. Cela 100 jours n'a pas valeur. Je vous retrouve dans la deuxième partie. Merci beaucoup à Homo Fortus Elikia qui m'a réalisé. Merci à Jérémy Maïkondi. Mesdames et messieurs, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Prenez rendez-vous dans la deuxième partie tout à l'heure. Portez-vous bien. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa esimba lisute po makambo na moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc lava yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba tshaba na kana na longo na ke kuna lava ah on nous on arrange na comment coquette ah ni yo bikaka vraiment ça. Et en plus, il y a qui ont commis partout en Europe, dynamique Congo commis partout en Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.